Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 31 ans et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. Mama le podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us et coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama le podcast, c'est un temps qui nous est offert, où les histoires sont authentiques et les émotions pures. Je termine là cette présentation pour vous retrouver tout de suite dans le 3e épisode de Mama le podcast, où j'ai eu l'honneur de recueillir la parole de Radia, une maman radieuse d'origine algérienne, de nationalité française et expatriée aux Émirats arabes. À tout de suite. Bonjour Radia. Bonjour Marion, comment vas-tu? Ça va, ça va. Je suis vraiment très très heureuse que tu aies accepté de répondre positivement à l'enregistrement de cet épisode. Je t'ai connue sur Instagram en voyant un petit peu ce que tu faisais avec tes enfants. J'ai adoré toutes les activités que tu faisais avec tes enfants. Et également l'énergie solaire que tes photos sur ton feed Insta dégageaient. Alors je me suis dit j'y vais, je me lance, je lui envoie un message et on va voir si elle répond positivement pour quand j'en apprenne un petit peu plus davantage sur qui tu es, ta culture d'origine, ce que tu pourrais nous apporter sur ce podcast. Et donc te voilà, donc je te laisse sans plus tarder te présenter. Je te remercie déjà d'avoir pensé à moi parce que vraiment ça m'a fait énormément plaisir parce que pareil, je te suivais sur Insta. Insta c'est vraiment un monde virtuel mais qui rapproche sans qu'on se rende compte. Et du coup ça m'a fait énormément plaisir que tu m'interpelles. Et pourquoi pas, parce que des fois la vie de quelqu'un peut aussi aider. J'aurais aimé dans quelques points d'avoir des avis d'autres personnes, donc c'est toujours un point positif à prendre. Alors moi, je suis Radia, je suis maman de 4 enfants. Je suis éducatrice jeune enfant. J'ai arrêté de travailler pendant à peu près là, ça fait 12 ans. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage, donc ça fait exactement 12 ans qu'on a pris la décision avec mon conjoint qu'un de nous deux s'arrête de travailler et puis qu'on commence les expatriations. Donc, j'ai pas du tout hésité une seule seconde à franchir le pas d'expatriation parce que pour moi, c'était vraiment enrichissant pour les enfants et qu'à l'époque, j'en avais que 3, mais même pour 3 enfants, c'était un point positif pour eux. Et au fil des temps, à la base, j'étais juste animatrice de centre de loisirs. J'avais juste un bapat. Et au fil de mes expatriations, j'ai commencé à faire des formations et ainsi de suite. Et j'ai pu faire éducatrice par la suite. Je travaillais un petit peu, mais pas vraiment. J'étais aussi assistante maternelle quand je rentrais en France, mais pas beaucoup de temps aussi. C'est que j'avais fait 1 an et demi à peu près. Du coup, c'est travailler à la maison. Donc, quand je faisais quelque chose, c'était toujours à la maison. Quand je gardais des enfants, c'était à la maison. Quand je suivais un enfant, c'était toujours à la maison. Donc, comme ça me permettait aussi de rester avec mes enfants et de ne pas les laisser. Les deux. Oui. Et justement, tu viens de dire tu as parlé de la France, donc ça veut donc dire que tu bouges. Tu as parlé d'expatriation. De quelle origine tu es? Alors, je suis algérienne. Alors, moi, je suis algérienne de naissance. Donc, je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie et je suis venue en France, j'avais quand même 19 ans. Donc, d'accord. 19 ans, j'allais entamer mes 19 ans. Donc, je suis rentrée en France très jeune et peut-être très grande pour d'autres. Donc, j'ai appris la culture française sur place, sur le tact. Il y a des choses qui m'ont plu, il y a des choses que j'aurais aimé qui m'orientent, par exemple, lors de l'accouchement de mon aîné, donc qui a maintenant 19 ans. Et j'aurais aimé, par exemple, le jour de son accouchement, d'accoucher, de nous dire non, ça c'est interdit, ça c'est votre culture, vous le faites à part. Par exemple,
L'emmaillotage. Le maillotage, voilà. Le Oui. maillotage, par exemple, que moi, j'étais toute contente de ramener un maillotage de l'Algérie. J'étais très, très heureuse de lui faire et que non, c'était interdit. Bah Et justement, personne, on va en parler tout de suite. Donc tu dis que voilà. donc sur l'accouchement donc de ton premier fils, c'est ça? Donc tu as accouché en France. Et donc, si je comprends bien, en définitive, tu as emmené la couverture pour l'emmailloter à la maternité. Et C'est ça. ce sont ou c'est la sage-femme qui t'a dit que c'était interdit d'emmailloter son nourrisson, c'est ça? Oui, c'était interdit de le faire et qu'il aurait dû, pour nous, dans notre culture, le bébé, quand il voit ses mains dès les premiers temps, il est frustré et puis il a peur. Et du coup, on essaye de ne pas, on lui apprend petit à petit à se faire dans l'environnement et à aussi à apprendre le corps. Donc, et on le maillote aussi parce que ils disent que, dans notre culture, ils disent que l'enfant, il est plus apaisé. Et il est Oui. toujours comme dans le ventre de sa maman. Donc il est toujours protégé. Et que moi, quand je suis arrivée, elle m'a dit non, non, qu'est-ce que vous faites? Alors à l'époque, j'avais presque même pas 20 ans, j'avais pas encore mes 20 ans, j'avais peur. Et puis C'était surtout, en là, quelle année? c'était en 2003. 2003. Je Oui, pense c'était que en 2003. effectivement, c'est un sujet qui est très intéressant et qui pourra aussi faire l'objet d'un autre épisode parce qu'il y a toujours des controverses encore actuellement sur l'emmaillotage dans les maternités. Il y en a certains des professionnels qui vont dire qu'effectivement, comme tu viens de le décrire, c'est sécurisant, c'est apaisant pour le nourrisson, surtout parce qu'il vient de découvrir ses membres, il a ses bras qui gesticulent un peu de partout, donc le fait de les avoir proches de lui, c'est sécurisant et apaisant. Et il y a une autre façon de penser qui dit que c'est un retour en arrière, en fait. Ça l'empêche de pouvoir apprendre justement ces nouveaux gestes et ça le renvoie in utero en l'emmaillotant. Et puis, il y a aussi cette image un petit peu dans l'inconscient, je pense aussi, de voir un enfant emmailloté. Pour certains, ça les renvoie à cette image de la camisole, en définitive. Je ne sais pas si tu vois Oui, mais non, voilà. je ne suis pas d'accord parce que pour mes deux autres enfants, je ne l'ai pas fait. Être disciplinée. Donc, je ne l'ai pas fait parce que j'ai accouché aussi de mes deux autres en France. Donc, je suis restée dans cette image qui m'a frustrée, qui m'a aussi fait peur. En étant jeune et notre première expérience, j'avais peur. Du coup, je ne l'ai pas fait pour ma fille que j'ai accouchée 2 ans plus tard, ni pour mon garçon. Et je me rends compte que en grandissant, les trois, quand ils sont grands, alors je l'ai fait pour le dernier par contre. Pour le premier et le dernier, ils ont le même caractère, ils ont la même. Quand on leur demande de se poser et qu'ils se calment, c'est bon. Ils ont Ouais. ces mêmes caractères, le grand, et puis même j'ai l'impression qu'ils se sentent plus en sécurité que les des autres. Par exemple, mon Mm. troisième, on est presque tout le temps en train de lui dire on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime. Que les deux, le grand et le dernier, on n'a pas besoin beaucoup de leur dire, ils le sentent. Oui, le Et sang qui se sont sentis rassurés, ouais. ça c'est ma façon de voir. Moi, je regrette de ne pas le faire pour mes quatre. J'aurais Ouais. dû le faire pour les deux autres. Je regrette énormément. Et je pense que le fait de le faire, ça, c'est un bien, mais dans des années plus tard. C'est quelque chose qui se mettra en place, mais 10, même 15 ans plus tard. Je sais que mon aîné, il est en faculté, là, il est à l'université, et il sait qu'on va pas l'abandonner. Il a Oui, c'est toujours très gardé ce important. Ouais. contact-là. Il sait qu'on sera là toujours pour lui. En cas où Ouais. il ne fait pas, il nous appelle, il sait qu'on est là. Donc, pour ma fille, j'appréhende quand elle va y aller à l'université. Est-ce qu'elle aura toujours le même sécurité? D'ailleurs, elle ne veut même pas y aller. Ouais. Elle est en Ouais. train de me demander de me renseigner pour qu'elle fasse sa faculté ici. Parce qu'elle a peur une fois qu'en France, ben, on va l'abandonner. Des Oui. choses que je lui dis non, je vais faire pareil que ton frère. Je vais rester un petit peu avec toi les 4 premiers mois. Puis après, pardon. Puis après, tu seras avec ton frère. On essaye de lui apprendre ça, de lui faire, mais elle a tellement peur. Et Mm. je pense, je dis pas que c'est la cause première, non, mais je pense que si on l'avait fait bébé, elle aura pas cette crainte-là. Ça contribue. Tu penses que Voilà, ça contribue, énormément, effectivement. énormément. Et l'emmaillotage, que ça soit en Algérie, enfin, peu importe les cultures, c'est jusqu'à quel âge que vous préconisez ça? C'est Alors, vraiment moi, nourrisson, non? Jusqu'à 3 mois à peu près?
Alors, moi, mon fils, je l'ai fait parce que je suis rentrée à la maison et puis je l'ai fait quand même et je l'ai fait quand même un peu jusqu'à ce on voit la taille de l'enfant parce que le maillotage que j'ai ramené pour mon fils, c'est ma mère qui me l'a offert. Hmm. Une fois qu'il sera et qu'il ne lui va plus, ça y est, on arrête. D'accord. Ok. Je ne peux pas te dire le temps exact, Ouais. je ne sais pas. Et c'est le C'est même en que rapport au tissu, en définitive, à la tissu, voilà, couverture que tu as parce que pu c'est pas une voir. couverture, c'est vraiment c'est comme un drap. D'accord. C'est pas Ok. une couverture, c'est comme un drap que ma mère, Ouais. elle m'a fait elle-même et je l'ai utilisé. Dommage, il est resté en France, j'aurais dû le ramener. Et je Ouais. l'ai utilisé aussi pour mon dernier. Super. Non, ça, c'est très intéressant. Et de toute façon, je pense qu'il y a de plus en plus de mamans ici en France qui tendent vers l'emmaillotage. Mais voilà, c'est vrai que c'est sujet encore à controverse avec les différents spécialistes. J'ai regardé plusieurs recherches et c'est vrai que là, ce que tu viens de nous dire, c'est quand même très, très intéressant, notamment sur les armes qu'ils auront plus tard face aux difficultés, aux étapes de la vie, se sentir plus en sécurité pour affronter les différents événements. Donc, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Pour continuer dans le sujet, donc tu viens de dire que tu étais d'origine algérienne. Oui. Tu nous as toujours pas dit le pays d'expatriation. Ah, alors, là, actuellement, je suis aux Émirats, à Abu D'accord. Dhabi, exactement. Ok, très bien. Et donc pour le coup, comment tu fais, comment vous faites avec ton mari ou ton conjoint pour mélanger, imbriquer toutes ces cultures dans l'éducation de vos 4 enfants? Alors, tu parles de l'éducation, ça, ici aux Émirats ou dans la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, comment vous avez fait alors peut-être que vous avez plus privilégié une culture qu'une autre sur l'éducation, ou au contraire, vous essayez de mélanger un Non. petit peu. Alors, nous, on est d'une foi musulmane, donc on est D'accord. musulmans. Mission musulman, d'accord. Voilà. Alors, nous, on leur apprend par les gestes, c'est-à-dire, tu vois ce que je fais et essaye de faire pareil. Mais on n'impose pas. Par exemple, on s'assoit pas et puis on leur demande de lire le Coran, par exemple. Pour D'accord. nous, non, ça c'est pas comme ça qu'on apprend à nos enfants. Ça c'est moi, je parle bien de moi, comment j'éduque mes enfants, parce que chacun après les autres musulmans, chacun fait comme il veut. Donc nous, on leur par les gestes, par exemple, ils vont nous voir prier, et à ce Oui. moment-là, on les laisse poser la question. Qu'est-ce que tu fais, papa? Pourquoi tu fais ça, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Et du coup, on leur apprend, c'est-à-dire on donne l'exemple, on fait la prière, ils posent des questions. D'accord. Je vais te dire un exemple. Par exemple, moi, quand j'ai mes règles, désolée du Non? terme. Ah non, non, du tout. Surtout sur Mama le podcast, ce n'est pas du tout un sujet tabou ou autre. Il n'y a Voilà, pas de souci, on peut utiliser les lunes, tous les voilà, termes, c'est normal. voilà. Et Oui. du coup, quand je les ai, moi, je ne fais pas ma prière. Alors, les premiers temps, mes enfants ne comprenaient pas pourquoi le papa, il le fait, moi, je ne le fais pas. Oui, Donc, moi, j'ai pris le temps de leur expliquer cash pourquoi je ne le bien. fais pas. Donc, ça, c'est la culture européenne. Oui, Expliquer cash. Pas ouais. tabou. Expliquer cash. Donc, je m'assois, je leur explique que la femme, pendant cette période-là, elle ne fait pas parce qu'elle est impure, elle ne fait pas la prière, mais elle la reprend pas. C'est-à-dire, on reprend pas la prière. C'est bon, on l'a pas fait, les jours, ils sont pas faits, c'est bon. Pour l'homme, c'est pas pareil. Il le fait. Donc, là, il y a le mélange de culture. Oui, Le mélange par rapport à mes parents et puis à mes beaux-parents, ils n'auront pas, plutôt plus mes beaux-parents, plus qu'ils sont plus conservateurs. Mes beaux-parents, ils n'auront jamais expliqué comme ça cash. oui. C'est là où il y a la culture européenne, de C'est s'asseoir bien, et ça fait une d'expliquer évolution. cash. C'est bien. Mm. Voilà, d'expliquer cash pourquoi et tout ça. Et du coup, pourquoi maman, les femmes, elles ont des règles? Parce que quand il n'y a pas d'évaluation, ça tombe et tout ça. Donc, j'explique cash. Donc C'est là, il y bien. a les mélanges de cultures sans qu'on se rende compte. La Oui, culture musulmane en leur expliquant, la culture européenne, ouvert on est ouvert d'esprit aussi dans la oui, culture musulmane, mais le cash sans tabou. C'est plus oui. sans tabou, sans être, voilà, j'explique les choses. Donc après, pourquoi? Moi, personnellement, par rapport à d'autres amis musulmans, on interdit de faire rentrer l'alcool chez nous.
Oui. Par contre, si on va chez les gens et les gens posent l'alcool, ça ne semble pas de souci. Tu peux poser l'alcool sur ta... Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. C'est Donc, on intéressant. n'est pas là, ah non, il y a de l'alcool, on vient pas à la soirée. Non, on vient à la soirée, on ne boit pas, mais on n'impose pas. Fais Oui. ce que tu veux, on respecte, fais ce que tu veux chez toi. Tu as envie de poser l'alcool sur la table où on mange, pose l'alcool. Tu as envie de poser le porc sur la table où on mange, tu poses. On n'a pas de souci avec ça. Puisque c'est pas dans mon assiette, plus c'est pas dans mon verre, Oui. fais ce que tu veux. C'est là où il y a le mélange de culture. Mais même sur le mélange de ces cultures, tu viens de le dire pour tes enfants dans l'éducation, ça leur ouvre un petit peu un nouvel horizon, une nouvelle vision de voir. Et surtout, là, si vous êtes expatrié aux Émirats arabes, ça fait combien de temps que tu fais ces expatriations aux Émirats? Alors, la première fois, je ne suis pas restée très très longtemps parce que j'ai juste accouché. Je suis partie après mon accouchement. Donc, j'avais fait alors, mon mari il a commencé de 2014 jusqu'à 2018 ici. Alors, moi, D'accord. j'ai voyagé beaucoup, mais je me suis installée 2015 et 2016 parce que mon fils il était né en 2016. Et en 2016, je suis rentrée en France. Et après, on a fait une autre expatriation dans notre pays natal où on est parti en Algérie. Et Oui. là, ça fait 9 mois qu'on est ici. Donc, ça fait 9 D'accord. mois qu'on est revenu aux Émirats. Donc, c'était un D'accord. deal avec mon conjoint, qu'il acceptait l'expatriation en Algérie. Et à mon retour, je reviens avec lui aux Émirats. Et donc, pour le coup, aux Émirats, je crois que tu as quelque chose à nous confier sur une expérience. Moi, je la qualifierais de malheureuse parce que je l'ai ressenti comme ça un petit peu quand je l'ai reçue, quand tu m'as confié cette expérience. Je te laisse la raconter aux éditeurs et ton ressenti. Moi, je qualifie voilà, d'une petite expérience qui est malheureuse, mais j'ai espoir que tout ça évolue. Non, je ne pense pas parce que c'est quelque chose. Alors, l'allaitement ici, il est obligatoire. Et ceux qui ne prennent pas la peine, ce qui est dommage pour ça, ils ne prennent pas la peine de demander pourquoi on n'allait pas. Moi, j'ai 4 enfants, mais malheureusement, je n'ai pas connu le sentiment d'allaiter. Je n'ai pas D'accord. connu ce sentiment-là. Je ne peux pas allaiter mes enfants. Donc, moi, je ne produis pas de lait. Donc, quand la femme, elle a les montées de lait, les seins qui Oui. gonflent, là, les petits trucs, tout ça, moi, tout ça, je ne l'ai pas. Je me rappelle plus le nom exact scientifique, mais je ne peux pas avoir du lait. Donc, je ne Il y peux a une pas raison allaiter des médicale enfants. qui fait que tu ne peux Oui, oui. pas produire de lait, c'est ça? Même il y a des femmes qui prennent des compriments pour Oui, arrêter la remontée de lait. Moi, je ne prends pas parce que je n'ai pas de remontée de lait. Vraiment, d'accord. je n'ai pas de lait. Je ne produis Oui. pas de lait. Il y a une hormone, je ne sais pas comment il me l'a qualifié le médecin la première fois, et du Oui, coup, je ne peux pas. Donc, c'est dès le début, mes enfants, ils partent dans le biberon. C'est ça, d'accord. c'est dès le début. Quand on est arrivé, donc mon mari il a l'expérience, moi j'ai l'expérience. Pour nous, c'était normal. Quand donc ma gynécologue, elle le savait, mais elle pouvait rien faire parce que ici c'est une obligation d'allaiter. C'est vraiment une obligation. Et ils ont refusé de donner du lait à mon fils. Il fallait que je l'allaite. Mais quand il est au sein, il tète, mais il tète le vide. Il tète le vide. Donc pour eux, le fait de téter, il est en train de prendre du lait. Mais je leur dis, il n'y a pas de lait. Donnez-moi. Et là, ils ont dit à mon mari que déjà l'allaitement, c'est obligatoire et qu'il pouvait me déclarer. Et lui, il pouvait porter plainte contre moi que je ne voulais pas l'allaiter, mon fils. Du coup, mon mari leur a expliqué que non, elle n'a pas de lait. Que je ne peux pas allaiter, c'est pas je ne veux pas. C'est quoi Oui. ce délire? C'est impossible. Et il était obligé à un certain moment d'appeler l'avocat de la boîte pour avoir des renseignements parce que vraiment il refuse. Parce que s'il nous déclare, on ne peut pas acheter du lait en poudre. Ah, d'accord, je S'il ne nous savais pas. déclare, il ne peut pas acheter du lait en poudre. Comme le laitement, il est obligatoire. Incroyable. Donc, on ne peut pas. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, ma gynécologue? Elle a demandé à mon mari d'acheter. Elle a demandé, non, il était contraint, il était dans l'obligation quand même d'acheter le tire-lait, Oui, le tire,
le Le tir, tire-lait, oui, voilà. c'est ça, Et oui. elle était à côté de moi, donc elle essayait, elle me massait le sein et tout ça. Elle essayait de comprendre parce que je pense que c'est le premier cas qu'ils ont eu dans leur vie D'accord. d'expérience. Je pense que c'était la première fois donc on tirait, il n'y avait pas de, jusqu'à un certain moment, il y avait du sang. À ce moment-là, il fallait arrêter. Et du coup, mon mari, il a un petit peu crisé, puis il a dit stop, là, c'est inhumain ce que vous faites, c'est pas normal et tout ça. Vous voyez que, mais c'est la procédure qui est comme ça. C'est J'imagine la combien ça a procédure. dû être difficile pour toi. Ben, c'est plus, moi, je me suis sentie que je n'y avais pas de vie privée. Je n'avais Oui, pas de choix. Et du coup, j'ai accouché, j'ai gardé mon fils, j'ai attendu qu'il grandisse un peu, donc j'ai accouché moi le 2 avril et le 18 juin, on est parti. oui, J'ai attendu qu'il soit grand et je suis partie, je suis rentrée en France parce que d'une, j'avais un peu peur. oui, J'avais un peu peur de ce qui va se passer. Je ne savais pas, je ne connaissais pas le pays vraiment. Donc oui. j'avais peur un petit peu, mais ça reste quand même un Mais bon pays. Mais sur ce point-là, moi, ça m'a fait un peu peur. Du coup, après, bah, elle a marqué dans mon dossier que non, c'était pas volontaire, c'était involontaire et que c'était comme ça. Mais effectivement, j'ai fait les recherches et la loi aux Émirats impose clairement de donner le sein jusqu'aux 2 ans de l'enfant et que si la mère rencontre des difficultés, ça serait une nourrice qui pourrait la remplacer. Et le père, comme tu viens exactement de le décrire, peut poursuivre son épouse en justice si elle refuse l'allaitement. Est-ce que toi, tu as entendu parler de cette fameuse nourrice ou pas du tout? Non, non, j'en ai pas. Non. Et puis ma gynécologue, comme elle m'a suivie pendant le Oui, 9 mois, elle voyait. Et puis des fois, j'avais mes petits qui venaient avec nous pour voir l'échographie, pour voir le bébé, tout ça. Je pense qu'elle a vu que c'était pas une mauvaise volonté. oui, Et du coup, elle était quand même par rapport à parce que elle est là, c'est elle qui m'a accouchée, mais après, il y a une autre équipe. Il y a l'équipe d'accord. aussi d'auxiliaires, il y a l'équipe. D'accord. Donc elle est là pour moi, mais il y a l'équipe pour l'enfant. Parce Oui. que c'est pas pareil. Donc il y a l'équipe pour l'enfant et tout ça. Donc elle était quand même présente et elle était non, laissez, je vais faire. Elle était quand même protectrice. Elle C'est était la loi bienveillante avec toi, oui. bienveillante. Voilà, Mmh. la loi elle y est, mais elle a essayé de le faire moins sentir que Heureusement, oui. c'est voilà. Mais ça Mmh. n'a pas empêché que je parte. Ça n'a pas empêché Bien que sûr, je suis bien partie. sûr. Parce que sur cette nourrice, justement, j'ai fait des recherches et il y a rien, en tout cas, il y a aucune condition qui est écrit, noir sur blanc. Les conditions ne sont pas claires, sur la façon dont on peut en faire appel ou, sur la prise en charge de cette nourrice, encore une fois. Qui c'est qui la paye? Si toutefois la maman peut pas mener à Les bien son parents. allaitement. Il y a rien, vraiment, là-dessus et sur, les raisons, les conditions médicales comme exactement ton cas, la loi ne prévoit rien si une mère est en incapacité, médicale pour allaiter, il y a rien, il y a aucune clause qui permet de contourner cette loi, de justifier qu'une maman ne puisse pas allaiter. Mais, sur ton témoignage, ce qui interpelle clairement et tu viens de le dire en tout cas, ce qui t'a rendu le plus triste et ce qui t'a poussé à partir, c'est clairement le droit des femmes puisque, tu t'es sentie en tout cas, complètement délaissée dans ton choix et peut-être dans ton statut de femme puisque, Oui. clairement cette loi, faut le dire, prive les femmes de disposer de son corps librement. Alors ils ont les lois. Ici, la loi de la femme, elle a des lois. Donc c'est Oui, presque pareil comme en Europe. mais je crois C'est qu'ils ont mis cette loi dans les droits de l'enfant pour contourner. Voilà, je pense Oui. qu'ils n'ont jamais rencontré. J'aurais peut-être dû, au lieu de m'enfuir, j'aurais peut-être dû me battre et puis parler qu'il y a des femmes de mon cas Oui, et que de le mettre dans les réseaux sociaux, de dire que est-ce qu'il y a des femmes qui ont reçu, d'avoir récolté d'autres témoignage, témoignages exactement. et aussi d'en parler, tout ça, parce que quand je suis revenue là, le pays il est réceptif. Il est pas, ils auront pu entendre ça. Mais alors, est-ce qu'il y a eu d'autres femmes de mon cas et qui sont choisies C'est de fuir certain. comme moi? Je n'ai
aucune idée. Parce que Oui. moi, j'ai cherché la solution la plus facile pour moi et pour mes enfants, prendre mes enfants Et partir. et partir. Et puis mon mari il nous l'a dit, il m'a dit, fais comme tu le sens. Tu n'es pas obligé de finir l'expatriation avec moi. Fais Tant mieux. vraiment comme tu le sens. Si tu sens que tu as le besoin et que ça te fait peur, tu y vas. Mais Mais j'aurais peut-être dû plus me renseigner, plus me battre. Mais cette période-là, je n'étais pas capable du tout. ah, je veux bien croire, c'est Je certain, c'est n'étais pas certain. capable. Oui, c'est certain. Et ce principe-là d'allaitement jusqu'aux 2 ans figure dans le Coran, hein, si je me Oui, trompe pas. oui. C'est ça, Alors, mais de manière plus atténuée, je crois qu'il cite que les mères peuvent allaiter leur enfant jusqu'à ah 2 ans, oui, c'est ça? c'est ça. Alors, c'est dit que alors ils peuvent, pas doivent, ils peuvent et ils disent pourquoi allaiter jusqu'à 2 ans, pour quelles raisons allaiter jusqu'à 2 ans. C'est comme le maillottage. Il y Oui, a des bénéfices pour après. Donc, il y a une raison si dans l'islam, dans le Coran, c'est marqué jusqu'à leurs 2 ans, c'est pour la raison que l'enfant il est mieux nourri. Le lait de la maman, il n'y a pas mieux que le lait de la maman, oui, que l'enfant il sera plus robuste et que oui, ça fait des femmes aussi dans le futur elles seront plus fécondables, ils peuvent plus avoir d'enfants et tout ça. Donc ça fait des biens. Il n'oblige pas dans le Coran, c'est pas marqué obligé point. Allez, oui, à c'est la vie. peuvent. Mm. Voilà. Parce que l'islam, c'est qui est bien dans l'islam, c'est pas une obligation, mais c'est plus ouverture. C'est C'est ça. que des fois, c'est mal interprété. Ils disent 2 ans, 2 ans. Mais non, il faut savoir pourquoi. Il y a Voilà. du bien pour l'enfant. C'est C'est plus ça. du bien Je voulais pour vraiment l'enfant. remettre le principe au cœur parce que, voilà, moi je ne suis pas de confession musulmane, mais c'est vrai qu'à la lecture du Coran, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit effectivement que dans l'écrit, dans le Coran, on voit quand même le choix qui est laissé avec ce mot de pouvoir et pas d'obligation qu'on retrouve dans la loi dont on vient de parler aux Émirats arabes. Donc je pense que c'était intéressant de remettre ce principe aussi au cœur. Aujourd'hui, comment je finirai là-dessus sur ce sujet avec le recul sur cette expérience, tu as ressenti de la culpabilité, tu t'es ressenti comment sur ton postpartum? Est-ce que ça a eu un impact sur ton postpartum? Tu as dit que tu as fui. Comment tu as géré tout ça après? Alors, j'ai fui, j'ai mis mon point sur la carte géographique de France et j'ai choisi la Touraine. Oui, Donc je ne connaissais pas du tout la Touraine et du coup je suis partie en Touraine à l'aventure. La Touraine m'a aidé énormément, vraiment énormément. Le paysage, les châteaux, moi j'adore tout ce qui est château, j'adore les lacs, j'adore donc le fait d'être dans un environnement comme ça, parce qu'on oui, avait sélectionné quelques villes, puis après j'ai dit allez hop, on met le doigt sur la Touraine, c'est la Touraine qui sera plus adaptée à mon caractère et elle va plus m'apaiser qu'autre chose. Et c'est vrai. Et c'est vrai. super. La Touraine m'a aidé énormément, énormément en 2016 et en 2017. Vraiment. Alors, j'ai pas ressenti que j'ai fui certes, mais j'avais pas ressenti de culpabilité parce que c'est quelque chose qui on ne peut pas, on ne peut juste accepter comment on C'est est ça. créé. Oui, On ne peut pas dire pourquoi je suis créée comme ça, pourquoi j'aurais pas dû. Non, c'est pas moi qui ai choisi. Alors, c'est encore une confession musulmane, c'est oui, que Dieu m'a fait comme ça, je dois l'accepter peu importe. S'il m'a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Si, par exemple, je ne peux pas allaiter mes enfants, il y a une raison. Mais en parallèle, il m'a donné d'autres choses. Il m'a donné plus de patience par rapport à d'autres, plus de chance par rapport à d'autres. Donc, mm, on ne peut pas avoir tout dans la vie. C'est impossible. On ne peut pas tout avoir. Donc, le fait qu'il m'a enlevé un truc, il m'en a donné 10. oui, Pourquoi je me rabats sur celui qui m'a pas donné et je ne vois pas les 10 autres? Donc, du coup, j'ai pris les 10 autres. Donc ça, effectivement. c'est au-delà de mes forces. Ce qui est dans mes forces, c'est de me battre. C'est de montrer à mes enfants, bah non, on a changé. Donc, j'ai pas expliqué à mes enfants pourquoi on est parti, que je leur D'accord. ai pas dit c'est à cause de ça. Bon, là, ça, on a un petit peu, comme dit mon mari,
on dérobe un peu la vérité. Oui. Donc, on leur a dit juste que je ne supportais pas la chaleur et que moi, j'aime bien tout ce qui... Et ça, c'est depuis ma naissance. J'adore la pluie, Oui. j'adore le vent, j'adore aller marcher sous la pluie. Donc, on leur a dit que je n'arrivais pas à supporter ça et D'accord. que c'est bien pour Racine de naître dans un environnement plus... le Racine, c'est le petit dernier. Quand tu es arrivée en France, est-ce que tu as été accompagnée? Est-ce que tu as été dans des associations ou autres euh, pour, euh, pour connaître un petit peu la culture française? Parce que tu ne la connaissais pas, si je me trompe Non, pas. Voilà, non, du tout. Alors, quand je suis arrivée avec le papa de mes deux grands-enfants. d'accord. Du coup, je suis arrivée avec le papa de mes deux grands enfants et je suis restée avec le papa de mes deux grands à peu près de 2000. Je suis arrivée en 2002 jusqu'à en 2006. Et D'accord. après, en 2006, je ne pouvais pas supporter, je ne voulais pas donner l'éducation à mes enfants de leur papa. Je ne voulais pas qu'ils vivent dans l'environnement avec qui j'ai vécu avec leur papa parce que c'était quelqu'un qui était très violent, quelqu'un qui me séquestrait, tout ça. Donc, c'était un passé très, très dur. Et Oui, je ne voulais pas du tout qu'ils vivent cette vie-là. Je ne me voyais pas à 20 ans plus tard, et que mes enfants, ils ont cette vie-là. Donc, j'ai oui. décidé de me séparer et de divorcer Et la avec force de le faire? oui, avec c'est que à un certain moment, on pose le pour et le contre. Qu'est-ce Oui, que mes enfants veulent? Est-ce qu'ils ont mérité? Pour moi, les enfants, ils ont pas demandé d'être nés. Mais s'ils sont là et on n'arrive pas à les protéger, pourquoi on les fait? Pourquoi on les fait? Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que, arrivé à l'époque, ma fille, elle avait pas de lit, par exemple, et elle était petite. Donc, est-ce que, elle a pas de lit, elle a pas de ce qu'il faut. Bon, j'avais mes beaux-frères, je les appelle toujours mes beaux-frères, je les appelle jamais mes ex-beaux-frères parce que c'était des anges. Et j'ai toujours le contact avec eux jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que mes beaux-frères, ils sont des anges. C'est mes beaux-frères qui m'aidaient énormément. Est-ce que je vais demander à mes beaux-frères toute leur vie ou pas? Donc j'ai décidé de partir et quand j'ai décidé de partir, j'ai appris la langue française par les billets faux des noms et tout ça, par les billets des centres de formation. J'ai appris la oui. langue française. J'ai appris ce que ça veut dire la CAF, les aides et tout ça. Mm. Et j'ai eu une chance inouïe d'avoir un voisin qui était une perle et que je le remercierai jamais assez. C'est lui qui m'a dit pourquoi tu ne fais pas animatrice. C'est lui qui m'a inscrit dans la formation pour être animatrice, qui m'a inscrit pour faire le BAPAT. Lui, il était directeur de centre de loisirs et il a vu comment je réagis avec mes enfants, C'est comment j'étais incroyable. avec les Mm. enfants et il m'a dit pourquoi tu ne fais pas le BAPAT et je t'aide. C'est Donc, incroyable. Un ange qui s'est mis sur ton chemin. oui, c'est vraiment que Dieu, des fois, il nous envoie des personnes pour Oui, nous aider. Et lui, il était là, c'est lui qui m'a ouvert la porte pour faire cette formation-là. Du coup, je l'ai fait, je l'ai réussi, je l'ai eu à la main. Et puis après, ça a enchaîné. J'ai accumulé de travail. J'étais toute seule avec mes deux enfants. Je faisais vendeuse parce que l'animation, je faisais ma formation. Et les week-ends, je travaillais comme vendeuse pour survenir à mes les besoins besoins parce du que quotidien, bien sûr. voilà, parce que je ne connaissais pas très bien la cave, je ne savais pas tout ça à l'époque. Donc, j'ai Mm. commencé à comprendre par la suite. J'ai Bien commencé sûr, à bien sûr. savoir les aides, Mm. à savoir. Je découvrais, en même temps que j'étais dans l'apprentissage, en même temps que j'étais dans l'apprentissage de la vie quotidienne. Oui, Et j'ai eu aussi une chance inouïe, mais vraiment inouïe. J'ai travaillé comme secrétaire lors de ma formation d'apprentissage de langue. Il fallait faire une formation, non pas une formation, un stage. Il oui, fallait faire un stage. Et moi, j'ai fait un stage autant que secrétaire médical. oui. Et j'étais dans tout ce qui est cancérologie, tout ce qui est D'accord. cancer, les radios, suivi, les chimios et tout ça. Bon, je ne faisais pas tout ce qui est par trace, mais j'étais à l'accompagnement des gens. D'accord. Et un des radiologues qui était un élu à l'époque, et qui a vu comment je réagis avec les patients et que les patients, ils avaient toujours le sourire quand ils me voyaient.
Il m'avait demandé une fois, il m'avait demandé si je pouvais lui rendre service en venant un week-end. Donc, D'accord. une clinique à part qui était là. Mais pour travailler dans cette clinique-là, il fallait avoir la nationalité française. Donc, Ah, je lui ai dit, OK, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de souci. Et quand je suis venue pour lui rendre le service et tout ça, ils ont refusé de me faire le petit contrat parce que j'avais pas la nationalité française. Il m'a fait la demande de nationalité française, il a fait le dossier. En 3 mois, j'ai eu ma nationalité française. c'est merveilleux. T'as été C'est naturalisée merveilleux. alors? Et en 3 mois. Donc, j'ai dit juste oui, que je te rends un service, il n'y a aucun souci pour moi. Au contraire, j'ai adoré. Et en parallèle, il m'a fait, c'était pas prévu. Oui, C'est oui, vraiment oui. l'acheminement des choses. C'est que C'est vraiment, ça, encore une rencontre contre lui, par sans hasard, hasard. Oui, 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 oui. par hasard, et que et même lui, il savait même pas que je n'avais pas. Il n'a pas compris pourquoi il a reçu l'email de refuser que je vienne le week-end d'après. Du coup, quand il a demandé, il a dit OK, pas de souci. Il a fait la demande et là, je reçois un coup de fil de la sous-préfecture en me disant votre dossier il est là, mais il est incomplet. Apparemment, vous avez un enfant. Ah, J'ai dit oui. J'ai dit oui. Alors venez avec tel document, tel document, tel document. Donc je suis partie et à ce moment-là, parce qu'à l'époque, les enfants les deux parents n'ont pas la nationalité, ils ne oui, peuvent pas bénéficier de la nationalité. oui, Du coup, j'ai fait la nationalité à mes enfants aussi. oui. Donc ils m'ont demandé de ramener. À l'époque, j'étais enceinte de ma fille. Elle n'était pas encore. Je l'ai eu en 2005, en mars à peu près 2005. Moi, j'ai accouché qu'en juin. Donc du coup, c'était D'accord. après que j'ai donné les papiers pour ma fille. Oui, Et c'était comme ça aussi que je suis devenue naturalisée. C'était aussi un coup de chance. c'est merveilleux. Oui, la vie, elle est Ouais. un peu bizarre. Donc, je me suis un peu perdue sur la question. Mm. Non, non, c'est parce que je te demandais comment tu étais quand tu étais arrivée en France. Est-ce que tu avais été dans des associations accompagnées ou autres? Donc là, en fait, tu C'est ça, c'est as ça. très bien Donc, répondu que la France, en tout cas, t'a très bien accueillie puisque maintenant, maintenant, on a dépassé ce stade. Tu es française. oui, elle m'a bien accueillie. Puis, j'ai eu que des personnes vraiment sur mon chemin, des gens formidables qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et puis, Oui. et sans demander de retour, et sans, c'est le hasard qui a fait C'est les beau, choses. c'est très beau, c'est très Oui, beau. c'est le Mais je pense hasard. que tu reçois ce que tu donnes aussi, et je pense que ces gens-là ont vu clairement ce que tu donnais, parce que tu irradies vraiment, et c'est vraiment, je suis vraiment contente d'apprendre tout ça parce que je savais pas. Oui, oui, on n'avait pas parlé parce que même ici, les gens ils ne savent pas que comme mes enfants, ils voient pas beaucoup plutôt leur géniteur, et c'est mon mari qui les a élevés depuis qu'on est ensemble, et du coup personne ne remarque que c'est pas ses enfants parce qu'ils l'appellent papa, parce qu'ils ont une complicité, parce que je me suis jamais dit ah non c'est pas tes enfants, non, je laisse faire puisqu'il est D'accord, rentré dans notre vie. C'est quand il est rentré dans notre vie, il est rentré dans notre. Lui, il était déjà expatrié, il était déjà d'accord. dans le domaine, il était déjà un homme expatrié. Quand il est rentré dans notre vie, il est rentré dans notre vie à nous trois. Et Oui. du coup, je lui ai jamais dit non, tu es rentré dans ma vie, ça c'est mes enfants, je les élève comme je veux. Non, c'est que dès le début, il était là, c'est un papa. Voilà, dans la cellule familiale, Voilà, voilà. dès le Mm. début, il avait compris que s'il rentrait, il rentrait pour 3 personnes. Donc dès le début, il a pris ça et ça lui a fait plaisir parce que ils ont toujours vécu avec nous, partis Oui, toujours là où on va avec nous, et on ne sent pas. Si tu t'assois avec lui et tu t'assois avec eux, tu n'as pas l'impression que c'est un beau-père. oui, je vois On ce ne que le tu veux sent dire. pas. On ne le Mm. sent pas du tout que Mais c'est beau d'en oui, être arrivé là. Ouais, ouais. oui, Pour toi, pour la cellule familiale, pour tes enfants, pour lui, c'est un bel équilibre. oui, et puis même lui, je lui remercierai encore une fois. Dieu l'a mis dans le chemin. Mais Encore une oui, fois, mais oui. je dis que mon mari, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin parce que je n'avais pas envie de me remarier. Puis il C'est beau. était là. Je ne regrette pas parce que c'est un très très bon père pour les 4 enfants. Il est Oui. excellent. C'est un très En très ce bon. jour d'anniversaire de mariage, en plus. Oui, J'ai retenu, hein. aujourd'hui, on a fait, nous faisons la preuve, comme c'est un très très bon père, le pauvre, le jour de son repos, il est parti leur faire les passeports algériens parce ils veulent partir Ah,
d'Algérie, donc il s'est dit, Dieu, normalement on aurait dû sortir tous les deux, mais non, il est Bon. parti en priorité. Encore une fois, ça prouve que c'est un très très bon père. Mais oui, oui, oui. Mais justement, en parlant d'Algérie, on va terminer sur deux petites anecdotes. Si tu as des petits remèdes de grand-mère, des petites recettes pour soigner les enfants, je sais pas, que tu as à nous confier sur ta culture, peut-être, ou tes origines algériennes. Alors, je ne sais pas si c'est une culture typiquement algérienne, parce que je pense que tout le monde le fait. Mais moi, j'aimerais bien partager ça. C'est la complicité dans les âges de ma belle-mère avec ses petits Oui. enfants. Je me rappelle une fois, mon fils, il avait de la fièvre et ma belle-mère, elle lui a mis des pommes de terre un peu partout sur le front et elle a mis son foulard à elle. C'était son foulard. Alors, c'est les foulards vraiment typiques berbères, ça lui faisait énormément plaisir, lui, de ressentir ça et d'avoir cette complicité avec sa mamie. Et puis, en même temps, de voir aussi par génération, quand même, c'est deux générations différentes, et qu'il y a toujours cette transmission de choses qui se font encore. Oui. Et, et aussi, alors, ça, je ne sais pas aussi, c'est typique. Nous, les oliviers, on a l'huile d'olive que j'ai par exemple à la maison, ou l'huile d'olive en général depuis 12 ans, 13 ans maintenant. Depuis 13 ans maintenant, c'est ma belle-mère qui le fait. Donc, c'est Oui. pure l'huile d'olive de chez ma belle-mère. Et on fait tout avec. Ouais. Quand je te dis tout avec, tu tousses, tu le prends, tu le guéris. C'est incroyable. On a guéri un C'est panari. Une magique, mais vraiment magique. On a guéri un panari. Mon fils, il a eu un panari une fois. Mon mari, il était en déplacement à Genève, donc du coup, moi, je connaissais pas. Donc, je l'ai emmené et il s'est fait opérer directement. Ils lui ont enlevé le doigt parce qu'il avait un panari. Donc, ils m'ont D'accord. dit, c'est une opération et tout ça. Donc, j'ai directement j'ai appelé le papa, j'ai dit à mon mari, il m'a dit, vas-y, si ça te semble que l'opération allait bien, fais-le, moi je rentre tout de suite. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous aussitôt et puis il s'est fait opérer aussitôt. La deuxième fois, il a eu un panari. Et là, mon mari lui a dit, non, 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 ça passe pas comme ça. Il a pris l'huile d'olive et il l'a mis sur son doigt et Ouais. une compresse qu'il a vraiment imbibée de l'huile d'olive, mais vraiment imbibée de l'huile d'olive. Oui. Et puis il a mis le sparadrap, il a fait ça pendant 3 ou 4 jours, mais tout le temps, il ne s'est pas lassé, et tout le temps. Dès qu'il sent que le puits il commence à sortir, il faut changer, généralement on va dire 2 heures on va dire, Oui. parce que je ne me rappelle pas c'est lui qui a géré. Et du coup, dès qu'il voit qu'il ça y est, le puits commence à sortir, il refait, il refait, il refait. Et ben mon fils, il n'avait pas besoin C'est incroyable. d'une opération. Le Ouais. panari, il a guéri avec l'huile d'olive. Du coup, Ça, c'est incroyable. Alors ça, je connaissais pas, mais c'est vrai que ça doit peut-être avoir un effet sur les chairs, ramollir les chairs. Je sais pas, je vais me renseigner davantage parce que sur les pommes de terre, c'est rigolo. Moi, j'ai fait ça aussi à mon fils, en fait. À Nathan, quand il avait ses poussées dentaires et qu'il avait de la fièvre, je lui mettais des épluchures de pommes de terre dans les chaussettes et je lui laissais en fait la nuit. Et lui, ça le dérangeait sans plus. Je pense qu'il trouvait ça surprenant voilà, dans un premier temps, mais à l'âge qu'il avait, voilà, c'était sans être anormal pour lui. C'était surtout ma famille qui me regardait avec des grands yeux en me disant qu'est-ce qu'elle est en train de faire encore celle-ci. Mais les pommes de terre, c'est quand même connu et reconnu pour des propriétés anti-inflammatoires en fait, et parce que ça a des enzymes qui permettent d'aider à faire baisser la température. Et je sais qu'il y en a même qui font des bouillons d'épluchures de pommes de terre quand ils sont un peu fiévreux. Ça coûte rien et sans danger pour les enfants. Donc ouais, c'est vraiment très intéressant. à l'huile d'olive, je peux t'assurer, le vrai huile d'olive, pas Ouais, l'huile d'olive commerciale, parce que nous, on oui, a bien vraiment sûr. le vrai huile d'olive. C'est vraiment le vrai huile d'olive. Il dirait pas mal de choses. Moi, la toux, je ne leur donne jamais de sirop pour la toux. Ouais, Jamais. Ça, ouais, je ne leur donne jamais. C'est que l'huile d'olive. Et puis c'est maintenant, incroyable. les enfants, ils sont tellement habitués au goût de l'huile d'olive qu'ils le Oui, prennent à la cuillère. Et du coup, oui, des fois, le matin, quand je les vois un peu fatigués et tout ça, donc je leur dis, allez prendre une cuillère d'huile d'olive avant d'aller à l'école. Donc l'huile d'olive, il est devenu dans notre vie quotidienne comme de l'eau. Ils ne oui, boivent pas une grande quantité, mais dès qu'ils sentent
prenez une cuillère de l'huile d'olive, c'est énergisant. Donc du C'est coup, et puis par des plats aussi, il y a des plats aussi quand je vois que ce plat-là, ils adorent, je dose l'huile d'olive. Par exemple, les pâtes, je leur mets une bonne quantité, je sais qu'ils vont bien manger et que l'huile d'olive va aussi les nourrir. Parce qu'il est oui, bien aussi pour la peau, comme une oui, crème, comme autre. Il est bien aussi pour les pointes des cheveux. les Donc ça, c'est cheveux. l'un des remèdes que j'ai découvert avec mon mari parce qu'il est d'origine Kaby. Donc j'ai découvert et je me régale. À Ah, chaque, j'adore, ouais. oui, à chaque octobre, j'ai mes bouteilles pour l'année. À chaque octobre, peu importe où on est, ma belle-mère, elle s'assure de les envoyer. Et comme elle leur dit, oui, mais Radia, c'est une arabe, donc elle a 1 litre de plus. Donc elle Ah, j'adore. fait, oui, ah, j'adore ma belle-mère. Elle fait Ah, rattraper super. les années d'après. Là, j'ai hâte, elle va venir le mois prochain, justement après elle attend la récolte et elle attend de le faire et de Oui. venir. Elle attend exprès pour me ramener. Et à chaque année, elle leur dit, mais pourquoi Radia? Ah non, Radia, c'est une arabe. Elle connaît pas l'huile d'olive. Et du coup, j'ai mon litre qu'à moi et que personne C'est ne sait. génial. Ah, Ouais. j'adore. Ah, c'est super. Et on finit sur, alors je ne sais pas si je sais que tu m'en avais parlé, mais je trouve intéressant d'en parler. Pour le coup, c'est vraiment dans la culture des musulmans. Ce fameux, ce fameux objet, c'est toi qui vas le dévoiler, qu'on met sous le berceau des enfants pour Oui. chasser le mauvais œil, les cauchemars, pour apaiser le nourrisson, je précise, hein. Oui. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est dans la culture musulmane ou pas, parce que ça, c'est notre tradition. C'est que D'accord. ma grand-mère, elle a appris à ma mère et ce que ma mère, elle a appris pour moi. De Donc, génération en génération. génération en génération. Je ne peux D'accord. pas confirmer que c'est un truc typique musulman. Peut-être dans d'autres religions, ils le font aussi Oui. quand les, euh, les dames, elles vont nous écouter. Peut-être elles se disent, oui, moi aussi, je le Je fais. crois que les Je ne juifs le pense font pas. aussi, oui. Mm. Voilà, aucune idée si c'est le fait d'être musulman ou pas. Moi, c'est ma mère qui m'a appris ça. J'avais mon fils, mon aîné, qui pleurait toutes les nuits, mais qui n'arrivait pas à se calmer. C'était un Mhm. truc, mais vraiment, je n'ai jamais vu un bébé comme ça. Et ma mère, elle m'avait dit, d'ailleurs, c'est ma grand-mère qui m'a donné le courant, de prendre un livre de Coran Oui. et de mettre un couteau. Mais pas les couteaux qu'on cuisine, les couteaux pour manger, les couteaux vraiment à beurre, les Oui. couteaux de beurre, les petits couteaux Oui. là, comme Oui, les ça, petits, et oui. de mettre en dessous de sa tête, de mettre le courant et de mettre le couteau dessus et de le laisser. Et ça l'a calmé. Et ça Mais l'a vraiment, calmé, ça oui. l'a calmé. Le fait d'avoir le courant aussi en dessous, ça l'a calmé un petit peu, ça l'a fait, et aussi Apaisé. peut-être, oui, Mm. apaiser aussi, peut-être aussi les deux mélanges, ou peut-être, Oui, en tous les cas, elle m'avait dit de faire ça, je l'ai fait, et ça m'a réussi. Et c'est après, quand il a incroyable. grandi, ce petit livret, je l'ai mis dans ma voiture, et ça m'a énormément Ouais. protégée. Bon, bien sûr, on précise qu'il faut, voilà, que le couteau soit hors de portée de l'enfant, voilà, que ça soit Non, bien pour les nourrissons. je parle de vraiment au-dessus du Bien matelas, sûr. c'est de porter le matelas, le Oui, si mettre c'est un nourrisson, oui, bien sûr. un Il y a nourrisson, aucun risque. aucun risque qu'il le prend, même je pense à 4, 5, 6 mois, même à 1 an, il faut vraiment qu'il le soulève et qu'il le prend Oui. et tout ça. Il y a Oui, oui. C'est vraiment vraiment aucun sur le matelas hors de portée, ouais. de Je sais porter, qu'il y en a oui. même qui mettent un peu de sel pour, pour purifier en même temps. J'ai vu ça, en fait, en faisant les recherches sur cette anecdote-là. Et j'ai vu qu'il y en a, donc, ils mettaient le Coran, le couteau. Il y en a qui rajoutent apparemment un petit peu de sel, en fait, à côté pour chasser, en fait, le mauvais œil et les cauchemars de l'enfant. Et vraiment, je trouve que c'est un rituel, en quelque sorte, parce que je pense que c'est ça qui est vraiment très intéressant pour apaiser les premières nuits Vraiment, de nos bébés. le sel aussi, quand l'enfant, il pleurniche tout le temps, et puis il est mou, et puis il parle, et puis il n'est pas cohérent dans ses gestes, dans sa façon de faire et tout ça, on dit, prenez un poignet de sel, et puis tournez sur sa tête 7 Ouais. fois. Et Ah de, oui. de faire sur ses mains comme ça 7 fois, D'accord. Ouais. et de la tête jusqu'aux pieds aussi 7 fois, et Ouais. puis de cracher dedans aussi 7 fois, et de le jeter. Donc, il y en a qui le brûlent, il y en a qui le jettent dans les toilettes, ils disent, je ne jette pas du sel en nourriture, mais je jette le mauvais œil de tel fils, en disant avec le Ouais. nez. Ça, c'est D'accord. une tradition aussi. Moi, je l'ai fait ça pour mes enfants.
Ouais, C'est c'est super s'il est un peu agité, un peu pour enlever toute cette mauvaise énergie ou mauvaise quelque chose qui énergie. pourrait. Voilà. Ah oui, d'accord, très Alors, intéressant, je connaissais pas. des fois je brûle quand je mets mon encens et tout ça, quand Oui, je mets mon encens à brûler, donc oui, je le brûle. C'est plus facile pour moi, donc je le brûle. Je dis, je n'ai pas jeté du sel, mais j'ai jeté le mauvais œil de, par exemple, Racine, oui, de Racine, et puis je le laisse. Et on entend comme ça. C'est des ouais, petits bruits comme ça, comme quoi il est en ouais. train de craquer. Donc ça l'apaise. Et des fois, je le jette et je retire la chasse d'eau. Donc, C'est et incroyable. ça, moi, je le fais. Ça, c'est ma mère qui m'a appris ça. Qui m'a appris ça, je l'ai vu faire. À force de l'avoir fait, donc on Oui. apprend Et je comment on pense fait. qu'effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand on observe bien son enfant, on est capable de voir s'il y a quelque chose qui n'est pas normal, comme un poids sur ses épaules qui l'agite, qui le C'est ça. perturbe. Et je pense que ce sont des rituels. Enfin, moi, je sais que, alors je le pratique d'une autre façon, mais je sais que moi, tous les lundis, c'est un rituel de purification de ma maison que je fais. Et je fais appel, voilà, à d'autres pratiques, mais qui sont tout autant dans l'idée de le purifier et d'enlever ce C'est mauvais ça. œil ou d'enlever cette mauvaise énergie qu'il a. Et je pense que, en tant que maman, en tant que papa, quand on observe vraiment son enfant, on est capable de voir quand il y a quelque chose qui le perturbe. Oui. La Merci. journée ou la nuit, d'ailleurs, on voit bien que quand ils sont agités, qu'il y a quelque chose d'anormal. Surtout C'est que quand on vraiment sait ça. entre la différence entre la fatigue où il a besoin de se Oui, dormir ou que c'est beaucoup de zones négatives et que faire le seul, des fois, ça coûte rien du tout. Puis même peut-être que c'est juste psychique, mais moi, je le vois que ça l'apaise. Donc, du coup, oui. je le fais. Est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas? Je pense que quand on a l'intention et quand on y croit, on voit toujours un effet C'est positif à ça, quoi qu'il en soit. Et encore une fois, ça ne coûte rien. Et si on le fait, c'est qu'on y croit. Enfin, je pense que tout autant qu'on est, toutes les mamans qui font ça, c'est qu'on croit vraiment en cette purification en quelque sorte. Et puis il faut le faire pour nous aussi, pas que pour nos enfants. vrai. Bien, écoute, Aradia, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter que tu voudrais nous dire avant qu'on termine? Non, du tout. Non, du tout. Non. Un Alors plaisir. vraiment, vraiment, ça a été un énorme plaisir de t'entendre. Tu t'appelles Radia, mais tu es radieuse. Je n'ai pas d'autres mots. Merci de nous avoir fait voyager et ouvrir aussi notre esprit sur. Quand je vois un peu en France, c'est vrai ce combat, parce que j'ai envie de dire ça à certains moments, sur le pro-allaitement, sur ce qui se passe un peu dans l'espace public, sur l'allaitement en ce moment, et que je vois ton témoignage où dans cet autre pays, et ben, on est obligé d'allaiter, où les mamans n'ont pas le choix. Je me dis quand même qu'on a la chance, où est-ce qu'on est aussi en France d'avoir le choix d'être prise aussi en charge et en considération quand on a des problèmes de santé, quand on ne peut pas allaiter pour des raisons médicales. Et voilà, je pense que ton témoignage est vraiment très, très précieux et je te remercie. Et surtout, si je dois retenir quelque chose, c'est ta lumière. Tu es extrêmement positive avec tout ce que tu as traversé, tout ce que tu viens de nous raconter. Vraiment, tu es une vraie force et un très, très bel exemple. Et je suis ravie de t'avoir rencontré. Ben, même si c'est en revenant sur mon prénom, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est ma tante qui me l'a donné. Et elle m'a dit, j'espère que la vie sera ravie de t'accueillir parce que en arabe, Radia, c'est Rida, c'est-à-dire quelqu'un qui positivement sur toi. Et du coup, je ne regrette pas du tout plutôt au contraire, c'est un honneur pour moi qu'elle m'a donné ce prénom. Et puis la vie, elle est faite ainsi. C'est que faut toujours tenir que le positif. Si C'est on beau. veut être heureuse, il faut tenir que le positif. Il faut pas cheminer sur le négatif. Il faut le laisser derrière et avancer. On vit qu'une seule fois. Pourquoi ne pas profiter au maximum de cette vie? On a la chance d'être là, donc on profite au maximum. C'était un réel plaisir de discuter avec toi. Je n'en ai même pas vu le temps Non, passer. mais peu importe. Vraiment, merci. On finira sur ces belles paroles. Et puis à bientôt dans un autre épisode. Au revoir et puis bon courage pour la suite. Merci, Radia. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus.
Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour le 4e épisode où je recevrai Coralie, une femme et une mère extraordinaire qui interviendra avec un format nouveau sur le sujet de l'instruction en famille. Attendez-vous à un épisode poignant tout autant qu'émouvant. Mais en attendant, Mama, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.